Alors, nous avons visité 6 villes. Alors, pourquoi ces 6 villes ont été particulièrement mises en valeur aujourd'hui? C'est parce que ces 6 villes sont dans les rankings considérées comme les villes les plus dynamiques, les plus innovantes de la planète. Donc, on peut passer peut-être à la première ville, si tu veux bien, Loïc, et on va parler un peu de Shanghai. Alors, Shanghai, on l'a vu, on a eu déjà plusieurs témoignages. Qu'est-ce qui fait la singularité de Shanghai? Alors, Shanghai, tout le monde vous le dira quand vous êtes en Asie, c'est le Paris de l'Asie. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Qu'est-ce que ça veut dire que Shanghai est la ville de Paris, mais en Asie? C'est déjà, il y a une dimension à Shanghai qui est très particulière, c'est le côté cosmopolite. C'est une ville cosmopolite. Ce n'est pas une ville comme certaines villes chinoises où il n'y a que des Chinois qui ne parlent d'ailleurs pas anglais et où si vous demandez un hôtel ou votre chemin, personne ne vous répondra. À Shanghai, au contraire, tout le monde parle anglais. Il y a une longue habitude de l'international. C'est une ville qui, depuis 2 siècles déjà, 3 siècles, dès le début, ça a été un port où les Occidentaux sont venus. Et donc, les Hollandais, les Français, les Américains, les Anglais se sont croisés à Shanghai. Et ça a donné à la ville de Shanghai un côté cosmopolite très particulier et unique dans l'ensemble de l'Asie. C'est pour ça que c'est une ville des plus internationales qui soit dans toute l'Asie. Une autre caractéristique qui le rapproche de Paris, et donc à peu près au même moment, pour faire toujours la comparaison avec Paris, Paris en 1900, c'était un peu le centre, c'était un des écosystèmes innovants les plus dynamiques de la planète. On disait à l'époque, c'était un peu l'équivalent à l'époque de la Silicon Valley. C'était un des pays les plus dynamiques au monde et les artistes, les scientifiques du monde entier arrivaient à Paris. Il y avait une ébullition extraordinaire dans le domaine de la philosophie, des arts, etc. Et en fait, Shanghai, en 1900, à peu près à la même époque, il y a des images de Shanghai à la même époque, on a affaire à une ville comme ça, où des artistes se croisent, où des scientifiques viennent, avec un écosystème déjà très, très vivant. Et un peu comme Paris aussi, c'est glamour, c'est-à-dire qu'il y a des grandes fêtes, les gens s'habillent bien, il y a un sens de la mode, de l'art qui est très très fort, et c'est ça qui a aussi fait qu'on compare Shanghai à Paris. Il y a une dimension, disons, aussi proche de Paris, dans le sens où Paris est vu dans le monde entier comme la ville de l'amour, la ville où on prend le temps de se connaître à la terrasse du café, de flirter, d'avoir des aventures. Eh bien, Shanghai, c'est pareil, il y a tout un romantisme autour de Shanghai, une ville où on peut aller à une terrasse de café, rencontrer des inconnus, et c'est très particulier comme atmosphère. Est-ce que tu as des questions? Et alors, concernant ces écosystèmes qui peuvent contribuer à l'innovation, qu'est-ce que tu peux en dire? Alors, oui, ça c'est une très très bonne question. En fait, je n'ai pas beaucoup parlé de ça parce que Shanghai est de facto dans les rankings vraiment très très hauts. D'abord, il faut savoir que Shanghai, c'est une des plus grandes villes de la planète, sinon la plus grande ville de la planète. Donc, il y a de toute façon une concentration de population qui fait que les écosystèmes innovants sont considérables. J'ai visité ce qu'on appelle des incubateurs, c'est-à-dire des endroits où des startups viennent pour trouver financement, expertise, etc. Par exemple, ici, dans l'Université catholique, on a un incubateur de 2000 mètres carrés. Eh bien, en Chine, à Shanghai, j'en ai visité de 200 000 mètres carrés. C'est-à-dire qu'on est sur complètement une autre taille, avec des milliers de startups qui travaillent au côte à côte. Donc, il y a un effet d'échelle qui est considérable, y compris dans l'innovation. Et le fait que Shanghai soit une ville internationale, ça ne fait que renforcer cette dynamique. Et je pense que Michael, qu'on a interviewé tout à l'heure, et Ling Ling, donnent bien l'atmosphère de Shanghai. C'est une ville très très jeune, avec beaucoup
ça va sûrement devenir un des centres essentiels où va se construire le futur de la planète. Alors peut-être on peut passer à l'autre parce qu'on a un peu 7 à voir. Tokyo. J'aimerais pas décaler. Alors là, on rentre dans un monde complètement différent. Tokyo, alors évidemment, là, c'est un monde très spécifique. On ne peut pas dire que ça soit une ville cosmopolite, même s'il y a beaucoup d'étrangers, parce que Tokyo, c'est vraiment la ville de l'empire japonais. Et quand je parle d'empire, c'est qu'il y a une dimension impérialiste chez les Japonais, au bon sens du terme, c'est une puissance, c'est une culture très spécifique, unique au monde, passionnante, très différente de l'Inde et de la Chine. Et les Japonais sont vraiment un cas unique dans toute l'histoire de l'humanité. C'est des gens extrêmement singuliers. Et Tokyo est la caricature du Japon. Alors, qu'est-ce que c'est que la caricature du Japon? C'est peut-être d'abord la beauté. Il y a un sens de la beauté. Roland Barthes en parlait. C'est extraordinaire. Il y a un sens de la perfection du design au Japon qui, à mon sens, est peut-être c'est très, très difficile de trouver cette sorte de réflexion sur la moindre des formes. Roland Barthes a beaucoup écrit là-dessus. C'est un pays où le design est extrêmement important. Alors, le design, évidemment, des habits, le design des meubles, le design des personnages, puisque c'est le seul pays au monde qui ait poussé l'habillement, par exemple l'habillement des geishas, à un point qu'aucune autre civilisation n'a atteint, ou par exemple l'art du thé, où chaque détail, le mouvement de la main fait signe. On peut parler d'une culture très sophistiquée. C'est une culture extraordinairement sophistiquée. Alors, une autre caractéristique, mais qu'on retrouve partout en Asie, mais alors particulièrement au Japon, c'est le sens du travail. Alors, je pense que les Européens, d'ailleurs, c'est tout à leur honneur, les Européens aiment travailler, mais ils aiment travailler pour gagner leur vie, comme on dit, pour gagner l'espace où ils vont vivre. En fait, ils gagnent leur vie et à ce moment-là, ils vivent. Pour eux, le travail, ce n'est pas la vie. Je crois que pour les Japonais ou les Asiatiques, et c'est tout à leur honneur, ce n'est pas du tout une critique que je leur fais, mais c'est vrai que la vie, c'est le travail. C'est presque une sorte d'inversion par rapport à notre vision du monde. Et les Japonais travaillent tellement qu'un certain nombre meurent au travail, meurent d'épuisement au travail, et que le ministère du Travail a dû créer des groupes pour convaincre les gens de ne pas travailler, de travailler moins et ne surtout pas s'épuiser. Donc la dimension du travail qu'on retrouve dans toute l'Asie, chez les Chinois tout autant d'ailleurs, mais il est poussé tout de même très très loin avec les Japonais. Donc avec un enjeu important qui a été évoqué par cet élève de l'ENA, qui est donc la question du vieillissement de la population. Et donc ce qui m'a frappé dans la présentation qui a été faite, c'est le recours à la technologie, plus important que ce que l'on organise en France. Oui, alors il y a quelque chose. Oui, il y a quelque chose qui est très particulier au Japon et d'ailleurs qui est directement lié aux qualités que j'ai précédemment soulignées, le sens du travail et du design, c'est qu'ils sont très avancés en robotique et qu'en plus il y a une longue tradition, d'une sorte. Les rapports des Japonais aux robots sont très particuliers. Et il y a une sorte d'amour des robots, on pourrait dire comme les Allemands qui adorent les voitures, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'adoration de la mécanique chez les Allemands. Eh bien, il y a une adoration quasiment des Japonais vis-à-vis de la robotique. Et puis, leur capacité de travail font qu'ils arrivent à accumuler les heures de travail nécessaires pour créer des robots sophistiqués. Ils sont absolument passionnés. Un des plus grands roboticiens japonais, un roboticien au monde est japonais, il est très connu, il a fait un robot qui lui ressemble et il travaille de manière absolument fascinante sur cet autre qui est lui-même. Enfin, c'est assez fascinant. Alors, on continue notre parcours, peut-être Singapour. Donc là, on revient dans une ville très, très cosmopolite. Alors, Singapour, alors on s'arrache difficilement du Japon. J'ai à peine dit quelques mots sur le Japon qu'il faut que nous allions ailleurs, mais le Japon est vraiment
une civilisation extrêmement attachante. Alors le Singapour, là, on est complètement encore une fois dans un autre monde. Singapour, c'est une petite île où il n'y avait rien. Mais rien, c'est-à-dire même pas d'eau, même pas le plus petit minerai, même pas une population éduquée, et qui est devenue, en quelques années, en quelques décennies, le troisième centre financier de la planète. Donc c'est d'abord un miracle économique extraordinaire, et ce miracle est lié à un homme, je vais chercher le livre, un homme dont je vous invite tous, One Man View of the World, Lee Kuan Yew. Alors c'est très dérangeant pour nous parce que cet homme a, et il l'explique très bien dans ce livre, inventé pratiquement complètement Singapour. Et donc c'est très choquant pour nous parce que c'est une contre-exemple par rapport à la puissance de la démocratie. Ce n'est pas du tout démocratique, Singapour. C'est un homme sur une île, sans richesse, sans rien, et qui devient la troisième plus grande place financière de la planète. Alors dans ce livre, Lee Kuan Yew explique sa vision du monde et comment il a construit Singapour. C'est une réussite extraordinaire. C'est une île où maintenant il y a parmi les plus grandes richesses de la planète. C'est une île aussi de très grande sécurité. Vous pouvez laisser tomber une pièce d'1 € dans la rue. Vous faites l'expérience, moi je l'ai fait. Vous avez quelqu'un qui va récupérer la pièce de 1 €, courir derrière vous pour vous la ramener. Si vous laissez votre portefeuille à un endroit, personne ne va le toucher. Il y a une sorte de confiance totale que vous pouvez avoir. C'est un des pays les plus sécures de la planète. C'est aussi un des pays où l'économie est dominante. C'est un centre financier extrêmement important, mais justement, ils ont utilisé tout cet argent pour faire une société qui est socialement responsable dans la mesure où elle est très inclusive. Il n'y a pas de misère à Singapour, c'est même pas pensable. Une personne qui serait en difficulté, elle serait immédiatement réintégrée. Il y a des buildings pour les gens un peu moins pauvres, un peu plus pauvres, pour leur donner des habitats convenables, etc. Tout est fait pour inclure tout le monde dans la société. Et puis, c'est aussi un exemple d'écologie, puisque cette île où il n'y avait qui était une sorte d'île désertique et sans eau, encore une fois, est devenue hyper végétalisée. Ils ont construit les premiers immeubles végétalisés. Et c'est devenu une sorte de petit paradis sur Terre, extrêmement intéressant. Alors la question, c'est effectivement, qu'est-ce que va devenir Singapour au fil du temps, puisque Lee Kuan Yew est décédé maintenant, sa famille a repris le pouvoir dans l'île, ses enfants. L'élément clé qui fait que Singapour risque de continuer, c'est que Lee Kuan Yew a eu comme politique, et l'explique très bien dans son livre, de s'entourer des meilleurs cerveaux de la planète. C'est-à-dire qu'il avait beaucoup d'argent à mesure qu'il a réussi, et au lieu de considérer qu'il était lui-même le seul penseur, il s'est entouré des meilleurs penseurs de la planète pour réimaginer toujours plus loin Singapour. J'ai visité, quand j'ai visité Singapour, il y avait une grande exposition sur les villes du futur, et effectivement, ils avaient fait travailler McKinsey, tous les meilleurs consultants de la planète, les meilleurs futuristes, sur à quoi pouvait ressembler une ville du futur, et c'était remarquable. Donc il y a toujours à Singapour cette volonté de s'entourer des meilleurs cerveaux et de devenir une sorte de laboratoire pour le futur, avec une ville qui, pour l'instant, est vraiment un laboratoire très intéressant, même si ça choque notre idée de ce qu'est la démocratie. Nous ne sommes pas effectivement dans une démocratie, mais dans une île gouvernée par des élites extrêmement intelligentes. Une ville du futur qui intègre les enjeux écologiques. Voilà, et qui est aussi, dans beaucoup de domaines, une inspiration pour la Chine. C'est-à-dire que le virage qu'a pris la Chine continentale à partir d'un certain moment est directement lié à la conversation entre des leaders chinois de Chine communiste qui étaient venus voir Lee Kuan Yew, et Lee Kuan Yew les a convaincus
donné un virage à la Chine, et dans une grande mesure, la Chine actuelle est aussi le résultat de l'inspiration que les leaders chinois, les responsables du Parti communiste chinois, pourtant qui étaient assez loin de la pensée de Lee Kuan Yew, ont pris dans la pensée de Lee Kuan Yew. Alors peut-être on continue à avancer. La Chine, c'est ça? Belle transition. Voilà. Donc Beijing. Alors on arrive à la Chine. Alors bon, Beijing, alors ça c'est Pékin, donc c'est une ville absolument étonnante parce qu'elle s'inscrit dans le temps. Donc au milieu de la ville, il y a ce palais impérial des empereurs chinois. Alors, déjà, ça c'est unique au monde, ce gigantesque palais qui depuis des milliers d'années constitue le centre de la Chine et qui était le lieu du pouvoir, un pouvoir qui en Chine a très tôt été à la fois complètement totalitaire, c'est-à-dire que toute la puissance était rassemblée dans cette cité interdite où siégeait l'empereur, mais aussi une méritocratie, parce que ce qui est très particulier en Chine, c'est ce mélange d'une forme de pouvoir complètement centralisé, mais en même temps entouré de mandarins sélectionnés à partir de concours très sophistiqués dès le Moyen-Âge, dès le début où se construit l'Empire chinois. Eh bien, il y a cette logique méritocratique qui va faire qu'on va sélectionner les meilleurs à travers toute une série de concours. Et la Chine développe cette capacité d'intelligence très très tôt. Il ne faut pas oublier que la place qu'est en train de prendre la Chine dans le monde actuel équivaut pour l'instant à peu près, elle est en train de reprendre la place qu'elle avait il y a 1000 ans. C'est-à-dire que la Chine a été pendant des milliers d'années le pays le plus avancé de la planète. Aujourd'hui, en fait, sa croissance exponentielle, son extraordinaire réussite, la Chine construit chaque année l'équivalent du réseau TGV français en une année. La Chine forme aujourd'hui plus de 10 fois plus d'ingénieurs que, par exemple, les États-Unis. Donc, on est vraiment dans un pays qui est en train de reprendre sa place dans la mondialisation, après avoir, à un moment donné, trébuché aussi à cause des invasions occidentales. Et la Chine est très fière de reprendre sa place de cette manière-là. Et ce qui m'a passionné en Chine, c'est d'étudier la gouvernance chinoise. Et je crois qu'une des raisons pour laquelle c'est essentiel aujourd'hui de voyager, c'est que le monde ne ressemble absolument pas aux idées toutes faites qu'on en a. Et même si on lit toute une série de livres sur la Chine, puisque à chaque fois que je prépare une destination, je lis environ une centaine de livres sur la destination que je vais explorer, eh bien, arriver à Pékin, c'est une expérience inouïe. C'est brusquement, on se dit, même si on a lu une centaine de livres, pour préparer, on se dit, ah ben j'ai rien compris, j'ai rien compris. Et il faut expérimenter de l'intérieur le pays pour se rendre compte qu'on est vraiment dans un autre monde. Et je crois que beaucoup des clichés qu'ont les Occidentaux et les Américains sur la Chine sont déplacés. Et notamment, je pense que la gouvernance chinoise est beaucoup plus complexe que le pensent les Occidentaux, du fait de cette longue tradition qu'a repris le Parti communiste, en fait, de repérer les meilleurs esprits, ce que faisait aussi Lee Kuan Yew. Il y a cette tendance d'avoir tout un système d'examen qui permet de repérer les meilleurs, de les faire rentrer dans le Parti communiste, et effectivement, à l'intérieur de ce Parti communiste, d'organiser des débats extrêmement complexes qui font que, effectivement, ce qui apparaît pour nous une forme de totalitarisme ne l'est pas autant que nous on le penserait. Parce qu'il y a des débats collectifs, des courants au sein du Parti communiste, une réflexion d'évolution qui est beaucoup plus sophistiquée que ne paraît le leader. Alors avec ce phénomène aussi très particulier avec la Chine,
c'est que celui qui représente le pouvoir, par exemple l'empereur, il était l'otage évidemment de ses mandarins. C'était pas lui qui gouvernait. Et de la même manière, les Occidentaux ont toujours tendance à projeter la gouvernance américaine, notre manière de voir la gouvernance. Or, ça fait très très longtemps qu'en Chine, non seulement l'empereur, celui qui apparemment a le pouvoir, c'est pas lui non plus qui vraiment décide. Donc il y a tout un entourage qui décide derrière. Et donc la personnalisation du pouvoir n'est pas aussi simple qu'il n'apparaît. Et d'autre part, même de tout temps, il y a eu toujours cette idée que l'empereur avait des doubles qui lui permettaient qu'on ne sache jamais si on avait vraiment l'empereur devant soi ou quelqu'un qui était son double. Avant d'aller à Taipei, sur Pékin, la ville de Pékin elle-même. La ville de Pékin, c'est le centre de l'Empire chinois. Il y a ce magnifique palais extraordinaire, cette cité interdite qui n'était jamais visitée, qui pendant 2000 ans n'a pas pu être visitée par qui que ce soit, sinon par la famille impériale et les mandarins qui l'entouraient. Et la ville elle-même est extraordinairement étendue, complexe, avec des quartiers anciens qui ont tendance à disparaître. Et comme on le voit sur cette image, là, cette image est très bien, c'est qu'il y a une tentative de garder quelques quartiers anciens qui sont restaurés pour donner une idée de ce qu'était Pékin dans l'histoire. Et vous avez ces buildings ultra modernes, comme on en retrouve partout en Chine, qui grandissent partout à une vitesse de champignons absolument incroyable. Quand vous prenez le train en Chine pour aller dans n'importe quelle grande ville, dans des trains ultra modernes qui sont nés de l'intelligence qu'ils ont eue en récupérant nos TGV, mais en les améliorant, ce qui fait que quand vous êtes dans les TGV chinois, vous êtes dans des super TGV, au niveau du silence, du confort, c'est absolument exceptionnel, ils partent à la seconde près, et vous traversez des campagnes où vous avez des villes entières en train d'être construites, grandes comme Paris. Enfin, c'est cette Chine en pleine croissance, en une hyper-croissance, et où la classe moyenne, et il faut y aller pour le voir, où la classe moyenne, vous êtes dans le métro chinois, eh bien, c'est incomparable par rapport au métro parisien ou au métro américain. Vous avez une classe moyenne, bien habillée, souriant, poli. C'est pas du tout la même impression de désespoir qu'on trouve parfois dans certaines rames de métro à New York ou à Paris. On poursuit notre parcours. Taipei. Alors Taipei, ça a été le début de notre voyage. Taipei, c'est une plateforme extraordinaire puisqu'elle est née en fait d'échanges. Elle a été envahie d'abord par les Hollandais, par les Occidentaux qui en ont fait leur porte-avions en Asie. Après, elle a été conquise par les Japonais. Ensuite, elle a été conquise par les Chinois qui fuyaient le Mao, c'est-à-dire l'ensemble de la population noble, entre guillemets, de Chine. Enfin, justement, tout l'empereur et sa cour, enfin, c'était des millions de personnes qui ne voulaient pas rentrer dans la Chine communiste, qui s'opposaient à la Chine communiste. Et à ce moment-là, ils ont emporté tout ce qu'il y avait dans la cité interdite, c'est-à-dire des millions d'objets qui avaient été collectés par les empereurs successifs. Ils ont creusé une montagne. Ça a été c'est peut-être un des plus gros travaux jamais effectués par l'humanité. Ils ont creusé une montagne, ils en ont fait et dans les tunnels de cette montagne, ils ont fait le plus grand musée de la planète où sont enfouis, protégés par la montagne, 10 000 ans d'histoire de Chine. Alors c'est un musée extraordinaire. C'est un musée que j'invite chacun à visiter parce que c'est tout simplement unique au monde et c'est l'histoire de la Chine qui est racontée là extrêmement en détail. Et Taipei et Taïwan se sont développés d'une manière extraordinaire puisque, comme vous le savez, c'est une toute petite île. Cette petite île, elle concentre
une énorme partie de la fabrication de ce que nous utilisons tous les jours dans les ordinateurs, les microchips et tout ça. Ce que j'ai adoré à Taipei, à Taïwan en général, c'est d'abord la gentillesse des gens. C'est toujours d'une gentillesse extraordinaire parce que le brassage des cultures a fait qu'ils ont développé une politesse exquise les uns vis-à-vis des autres. Il y a toujours une très très grande gentillesse. Et puis, c'est aussi une ingéniosité extraordinaire. Vous arrivez avec n'importe quel produit à fabriquer, aussi impossible que ce soit, par exemple un iPhone. Et effectivement, Steve Jobs, quand il arrive avec son iPhone, il avait conçu cet iPhone, mais personne ne savait comment le fabriquer. Et bien à Taïwan, ils l'ont fait. Et ils ont des technologies, une ingéniosité dans la fabrication qui fait que la plupart des produits les plus sophistiqués de la planète sont fabriqués à Taïwan ou parfois sous-traités en Chine. Et Taïwan aussi, il faut le dire, et c'est très compliqué actuellement pour Taïwan, ça a été le porte-avions de l'Amérique en Asie. Et donc, aujourd'hui, à mesure que la Chine continentale prend complètement sa place, elle revendique le fait que Taïwan est chinois, qui est tout de même une sorte de paradoxe, puisque les Taïwanais sont des gens qui ont fui la Chine communiste pour échapper au communisme. Et aujourd'hui, la gloire et la puissance chinoise fait que petit à petit, la Chine est en train de revendiquer le fait que Taïwan est tout simplement chinois. Avec des réactions de la jeunesse. Et alors on a potentiellement un nouveau Hong Kong là. Et effectivement, c'est très tendu comme situation, avec des porte-avions, des avions, des survols. Enfin, la Chine devient de plus en plus... la Chine est en train de rassembler tout le monde en Asie et de faire tout le monde... Donc, il y a une sorte de difficulté pour tout le monde, y compris pour le Japon, de savoir qui sont ses vrais alliés. Puisque, par exemple, pour le Japon, qui était vraiment un grand allié américain, c'est compliqué de gérer maintenant la fantastique réussite de la Chine. Et donc, tu disais, en fait, Taïwan, c'est un lieu où sont fabriqués des objets technologiques très avancés. Et donc, l'enjeu, c'est aussi pas simplement un fabricant, mais de pouvoir aussi les concevoir, ces produits nouveaux. Oui, alors il y a cette ambition qu'on retrouve très fort à Taïwan, mais qu'on retrouve dans toute l'Asie. Et effectivement, pour l'instant, on pourrait dire que la plus grande réussite et la démonstration de ça, c'est le Japon. C'est le fait le Japon, comme vous le saviez, s'est mis à fabriquer des voitures. Au début, quand les premières voitures japonaises, tout le monde riait. Aujourd'hui, effectivement, et on va le voir tout à l'heure, le plus grand fabricant de voitures de la planète et des voitures les plus sophistiquées de la planète, c'est Toyota. Tout le monde va apprendre comment fabriquer une voiture chez Toyota, qui est nettement un des constructeurs les plus avancés de la planète. Alors que les Japonais se sont mis à la risée de tout le monde. Enfin, moi, je me rappelle, on disait une voiture japonaise, tout le monde se disait, les Japonais vont... Enfin, il y a une sorte de retournement. Et effectivement, dans l'Asie tout entier, les Asiatiques fabriquent, c'est l'usine du monde, l'Asie, de très très loin. Alors, le problème, c'est est-ce que les Asiatiques vont devenir des concepteurs? Non, c'est pas la même chose. Ils reçoivent le plan de l'iPhone, personne ne sait comment faire un iPhone, eux, ils arrivent à le faire. Mais ce n'est pas eux qui vont designer l'iPhone. La question, c'est est-ce que demain, ils vont designer les chips? Est-ce qu'ils vont designer les futurs ordinateurs? Est-ce qu'ils vont designer la mode de demain? Est-ce qu'ils vont prendre toute la dimension amont qui aujourd'hui est dominée par l'Europe et les États-Unis? Ça, c'est la vraie question. Et simplement, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils sont bien partis pour. Non seulement ils ont une capacité à s'informer globalement, les Asiatiques en général, de l'ensemble de ce qui se passe sur la planète, ce que finalement ni les Européens ne font plus. D'abord, les Européens ont été dans des logiques de colonisation où ils s'intéressaient à l'autre, mais tout de même dans une certaine limite où, au fond, ce qui les intéressait, c'était de développer leur culture. Les Chinois, si vous voulez, ils arrivent en Italie, ils étudient une pizzeria, ils vous reproduisent la pizzeria en 10 fois mieux que ce que font les Italiens. C'est tout de même assez effrayant. C'est-à-dire qu'ils écoutent, ils regardent et ils copient et ils améliorent. Ce qu'ils ont fait avec le TGV français, de manière remarquable.
Donc, si vous voulez, ils sont en train de monter en gamme comme ça, et on voit bien que nous risquons. Alors, on le voit déjà dans l'art, par exemple. Il y a une scène artistique à Pékin absolument extraordinaire. Il y a l'équivalent d'un quartier grand comme Paris, c'est-à-dire que eux, un quartier de Pékin, c'est Paris tout entier. Et là, c'est un quartier comme Perrin qui est consacré, parce que beaucoup des quartiers sont consacrés à des fonctions. Et là, c'est des artistes. Alors, vous êtes dans un quartier où il n'y a que des artistes et une diversité d'art absolument extraordinaire. Des galeries qui font des dizaines de milliers de mètres carrés. Enfin, on est complètement dans une autre dimension. Ça, c'est aussi une transition pour arriver à la dernière destination qui est aussi là, la question de l'art. Oui, alors voilà, merci Loïc. Effectivement, alors là, ce n'est pas une ville, c'est un endroit comme on n'en a aucun au monde. C'est peut-être un peu comme de la manière que sur l'Amérique, on a parlé de Burning Man. Burning Man, c'est unique au monde, c'est quelque chose de complètement improbable. On se demande même, une fois qu'on a passé une semaine à Burning Man, si ça n'a jamais existé, parce qu'on est dans quelque chose qui n'a aucune comparaison nulle part au monde. Mais de la même manière, au Japon, il y a une petite île, toute petite île, mais enfin qui fait quelques kilomètres tout de même, qui a été rachetée par un milliardaire japonais, et à la manière très japonaise, il s'est lancé dans un projet où il a consacré toute sa fortune et tout son temps, c'est de transformer cette île en une œuvre d'art en 3 dimensions. C'est-à-dire qu'il a invité, par exemple, des artistes à utiliser des maisons pour les transformer tout entières, toute la maison, en œuvre d'art. Donc, vous rentrez, là on a un exemple, on a par exemple une maison, on rentre et la façade, mais les pièces, chacune des pièces est une œuvre d'art. Et alors, il mixe l'art moderne, mais aussi l'art contemporain. On arrive dans une maison, par exemple, toute noire, où on expérimente le fait d'être aveugle. Par exemple, c'est un artiste qui a imaginé une maison pour nous faire vivre ce que c'est que d'être aveugle. Donc, c'est une maison toute noire où on perd ses repères, mais où on vous invite à découvrir ce que c'est que d'être aveugle. Ou alors, vous avez des objets futuristes. Au bout de 3 jours, moi-même, pour la première fois, j'ai eu ça m'est jamais arrivé, mais littéralement, j'ai eu une indigestion d'art. C'est-à-dire que je me suis commencé à me sentir, j'étais fasciné, je courais d'une maison à l'autre, d'explorer cette île. C'était fascinant, mais au bout de 3 jours, je commençais à avoir le vertige, et à plus savoir à perdre mes points de repère. Et heureusement, je me suis reposé, je me suis calmé un peu, je suis resté dans ma chambre. Mais c'est un endroit unique au monde que je conseille. Et d'ailleurs, c'est Bruno Marion qui me l'avait conseillé. Très bien. Merci beaucoup, Michel. Est-ce que nous avons quelques questions? Sinon, bon, après avoir fait ce parcours de ces 6 lieux, qu'est-ce que tu peux dire en résumé? Qu'est-ce qui relie ces villes, ou bien qu'est-ce qui les distingue? Et est-ce qu'il y en a une avec lequel tu as fait une expérience particulière? Mon expérience, c'est peut-être, alors vraiment les questions sont bien, les bienvenues, hein, on est pile dans les temps, 46, je regardais sur le conducteur, on est pile dans les temps, mais vraiment les questions sont bienvenues. Moi, ce qui m'a fasciné, mais c'est pas telle ou telle ville, c'est l'Asie dans sa complexité, c'est-à-dire que partout où on va dans le monde, on a l'impression tout de même que l'Europe, avec sa culture gréco-latine, le judéo-christianisme, on a su créer l'histoire, on a su créer une grande histoire absolument extraordinaire, et on a le sentiment d'être, en tant qu'occidental, un peu au cœur de la planète. Si vous avez besoin d'apprendre une leçon de modestie, le mieux c'est d'aller en Asie. Là c'est autre chose. Brusquement, nous, on a 2000 ans d'histoire, par exemple, dans le christianisme. Brusquement, vous avez une civilisation qui a 10 000 ans d'histoire. C'est-à-dire que, en fait, les hiéroglyphes,
les hiéroglyphes chinois, ils datent de l'époque égyptienne. C'est comme si on était resté, on avait gardé nos racines égyptiennes. On a 10 000 ans d'histoire, si on intègre la préhistoire, mais les hiéroglyphes apparaissent très vite. On a 10 000 ans d'histoire d'un seul bloc, avec quasiment une langue et une écriture qui restent pendant 10 000 ans. Alors évidemment, elle va apparaître, elle va se stabiliser. Et aussi, il faut le dire, la langue chinoise est environ 100 fois plus complexe que n'importe quelle langue occidentale. Donc, on a affaire à une culture qui est juste immense. Mais s'il n'y avait que ça, s'il n'y avait que la Chine déjà à comprendre, ça serait déjà énorme. Vous apprenez la culture chinoise, même un lettré chinois, il n'a pas de toute sa vie pour lire les milliers, les millions de livres chinois. Vous voyez, c'est une littérature gigantesque. Mais, et puis même, il faut déjà 10 ans pour apprendre le chinois. Enfin, on est sur quelque chose de très particulier. Mais, à côté de ça, vous avez la culture, et on va le voir cet après-midi, vous avez la culture indienne, c'est pareil, gigantesque. Et puis, vous allez au Vietnam et vous découvrez encore une autre culture. Et puis, vous arrivez au Japon, cette petite île relative, en fait, et là, vous êtes encore ailleurs, dans une autre dimension, avec une culture, une sophistication, comme, au niveau de la subtilité de la culture japonaise. En termes, on pourrait dire que si la civilisation, c'est la subtilité, le raffinement, on a au Japon un raffinement, je crois, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Ce qui fait d'ailleurs, et là c'est pour faire une petite fleur à la France, que la France est aimée des Asiatiques, parce qu'effectivement, la France est un des pays occidentaux, peut-être un des plus sophistiqués, mais enfin, quand on est au Japon, on devient très humble en termes de sophistication, parce que tout de même, on en est encore très, très... Alors, une question d'un participant. Je suis allé à Shanghai il y a 10 ans, d'après ce que je comprends. J'ai pris le taxi. Et tous les Chinois que j'ai rencontrés parlaient à mon épouse asiatique, pas à moi. Il y a 10 ans, Shanghai a sûrement changé depuis ça. Oui, alors, de toute façon, vous avez quelque chose que l'on trouve partout, hein, c'est que les gens aiment beaucoup parler dans le langage natal. Donc, si vous voulez, ça c'est finalement assez naturel. Vous arrivez en France, la plupart des Français, ils préfèrent parler avec... et surtout, ils peuvent échanger rapidement, ils peuvent avoir des... alors, ceci dit, c'est aussi un trait qu'il faut reconnaître, c'est que partout dans le monde, vous parlez anglais, il n'y a aucun problème. Il suffit aujourd'hui, d'ailleurs, c'est pour ça que les Américains ont beaucoup de mal à apprendre les langues étrangères. C'est que l'anglais, il a ses âmes partout dans le monde. Sauf en Chine. Donc, si vous voulez, il y a tout de même, et c'est pareil quand vous arrivez, alors en Inde, c'est l'anglais, au Japon, ils ont appris l'anglais, mais vous avez tout de même un Japonais qui va vous parler anglais ou un Chinois qui va vous parler anglais, même s'il parle parfois beaucoup mieux l'anglais que vous, il va tout de même jamais pouvoir traduire la complexité de ce qu'il vit dans le langage chinois en anglais. Enfin, vous voyez, il y a un décalage dans la complexité des langues. Le langage chinois est de très loin, ou le langage japonais. Enfin, les langages asiatiques sont très, très sophistiqués. Autre question, qu'est-ce qui fait que l'Europe a pris le pas sur la Chine à un moment donné, et qu'est-ce qui fait que la Chine se réveille à nouveau? Oui, alors ça, c'est une très, très bonne question. Donc, il y a eu un très beau livre là-dessus de Pierre Fitt, Quand la Chine s'éveillera. Effectivement, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, après quasiment 5000 ans d'histoire glorieuse, où la Chine était en fait, sans que l'Occident en ait pleinement conscience, beaucoup plus avancée que l'Occident, et c'est les jésuites qui, dans une grande mesure, ont documenté l'avancée de la Chine et ont rendu conscient les Occidentaux de la sophistication chinoise, de la culture chinoise. Qu'est-ce qui a fait ça? Je crois que ce qui touche d'ailleurs toutes les civilisations, enfin, il y a eu des très beaux livres sur les civilisations, sur la grandeur et la décadence des civilisations, c'est qu'à un moment donné, la réussite même d'une civilisation a tendance à faire qu'elle se fige
qu'elle est tellement fière d'elle-même, tellement sûre d'elle-même. Et effectivement, aujourd'hui, on sait qu'il y a eu, alors qu'on était incapable de le faire, la Chine a envoyé dans le monde entier des magnifiques navires avec des milliers de Chinois dessus pour explorer le monde à la demande d'un empereur. Ils ont exploré toutes les terres connues, sans doute, ils sont allés même jusqu'en Amérique, on considère aujourd'hui. Donc, en fait, la découverte de l'Amérique par l'Occident serait une fiction. Et ils sont revenus, et en fait, ils ont dit à l'empereur, on est allé voir la terre tout entière, aucune civilisation n'arrive à la cheville de la Chine. Partout, nous avons rencontré des sauvages, entre guillemets, des gens non civilisés. Et à ce moment-là, l'empereur a dit brûler les bateaux. Et la Chine s'est endormie sur sa gloire et a coupé les ponts avec l'Occident. Et quand les premiers jésuites sont arrivés et ont commencé à documenter, et il y a eu d'ailleurs des bateaux venus d'Occident avec les manufactures, les produits les plus sophistiqués d'Occident, comme des horloges qu'on retrouve encore dans la cité interdite d'ailleurs, qui étaient amenés pour impressionner les Chinois. Ben, ils n'étaient pas du tout impressionnés, ils étaient convaincus d'être la civilisation de très très loin la plus évoluée au monde et qu'ils n'avaient rien à apprendre. Et ils en étaient tellement convaincus que finalement, et c'est très improbable, qu'est-ce qui s'est passé en Occident pour qu'après 2000 ans, alors que le monde entier était enfermé dans un certain nombre de croyances, l'Occident, à travers le XVIIe et le XVIIIe, la Renaissance, a créé ce qui va donner la science moderne, ce qu'on appelle la modernité, et va engager l'Occident et l'Europe dans une hyper-croissance telle que jamais aucune civilisation n'en avait connue. Et là, effectivement, les Chinois qui cette fois-ci, obligés de s'ouvrir. Alors, ils ont renversé les choses. Alors maintenant, ils étudient tout, partout. Ils ont bien appris que leur échec, c'était le fait de ne pas s'être informés. Alors là, ils envoient des émissaires dans le monde entier, ils étudient partout. Les universités sont envahies d'Asiatiques qui essayent d'apprendre des Occidentaux. Et effectivement, ils apprennent très vite, très très bien, et ils améliorent, ils améliorent. Parfait. Merci. Merci beaucoup, Michel. Merci pour ce parcours. Merci aussi de nous partager ton expérience, ta connaissance de ces pays à travers les voyages que tu as pu faire. Nous allons maintenant entrer dans une compréhension peut-être plus subtile, subtile, sans doute pas, mais peut-être plus étendue de plusieurs de ces pays. Et donc, je vais passer la parole. Aucune civilisation n'arrive à la cheville de la Chine. Partout, nous avons rencontré des sauvages, entre guillemets, des gens non civilisés. Et à ce moment-là, l'empereur a dit brûler les bateaux. Et la Chine s'est endormie sur sa gloire et a coupé les ponts avec l'Occident. Et quand les premiers jésuites sont arrivés et ont commencé à documenter, et il y a eu d'ailleurs des bateaux venus d'Occident avec les manufactures, les produits les plus sophistiqués d'Occident, comme des horloges qu'on retrouve encore dans la cité interdite d'ailleurs, qui étaient amenés pour impressionner les Chinois. Ben, ils n'étaient pas du tout impressionnés, ils étaient convaincus d'être la civilisation de très très loin la plus évoluée au monde et qu'ils n'avaient rien à apprendre. Et ils en étaient tellement convaincus que finalement, et c'est très improbable, qu'est-ce qui s'est passé en Occident pour qu'après 2000 ans, alors que le monde entier était enfermé dans un certain nombre de croyances, l'Occident, à travers le XVIIe et le XVIIIe, la Renaissance, a créé ce qui va donner la science moderne, ce qu'on appelle la modernité, et va engager l'Occident et l'Europe dans une hyper-croissance telle que jamais aucune civilisation n'en avait connue. Et là, effectivement, les Chinois qui cette fois-ci, obligés de s'ouvrir. Alors, ils ont renversé les choses. Alors maintenant, ils étudient tout, partout. Ils ont bien appris que leur échec, c'était le fait de ne pas s'être informés. Alors là, ils envoient des émissaires dans le monde entier, ils étudient partout. Les universités sont envahies d'Asiatiques qui essayent d'apprendre des Occidentaux. Et effectivement, ils apprennent très vite, très très bien, et ils améliorent, ils améliorent. Parfait.